Bonjour, aujourd'hui on va faire les entrées-sorties des microcontrôleurs, donc une introduction à ça. Et aussi on va introduire les chronogrammes, donc les aspects temporels. Alors le plan de la présentation, on va commencer par voir différents types de vues qui sont disponibles dans les datasheets. On va s'intéresser aux entrées-sorties générales du ATmega 32U4. On va voir comment faire leur configuration, l'écriture et la lecture. On va aussi voir les caractéristiques électriques des entrées-sorties. Naturellement, le cas qu'on va regarder, c'est tout le temps le ATmega 32U4. On va voir les limites de courant, les niveaux hauts et bas aussi pour ces sorties-là. Finalement, on va voir différentes façons d'utiliser les datasheets et à la fin, on va introduire un aspect temporel et on va utiliser des chronogrammes. Alors, les datasheets vont utiliser différents types de vues dépendamment de l'information qu'ils veulent représenter. Dans certains cas, ils nous présentent même plusieurs types de vues pour la même information. Donc, dans le cas qu'on a en ce moment, à gauche, on a le pinout, donc le brochage de sortie de notre circuit intégré qui nous intéresse beaucoup cette session-ci, le ATmega 32U4. On avait déjà fait le tour de la puce dans une vidéo précédente. Donc là, ça, c'était une vue qu'on avait déjà utilisée. À droite, on a le schéma bloc, encore de la même puce. Puis d'ailleurs, on avait fait le tour aussi dans l'introduction des microcontrôleurs. On avait utilisé justement cette vue schéma bloc, sur laquelle on va revenir sporadiquement. Donc ça, c'est une autre façon de représenter l'information, donc par schéma bloc ou par exemple, une vue de brochage. Une autre façon de nous donner l'information par rapport aux fonctionnalités de sortie, par rapport aux broches, bien, ça pourrait être dans un tableau. Donc, c'est le cas, par exemple, de ce bout de datasheet-là, qui vient de la STM32F446. Puis on peut voir qu'il y a plusieurs types de formats possibles pour la même puce. Donc, ce qui va faire en sorte que dans certains cas, il y a des fonctionnalités qui sont là ou pas là. Donc ici, on peut voir par exemple si on avait le format LQFP64, on n'aurait pas toutes les mêmes fonctionnalités que par exemple le LQFP144. Bon, ça fait un peu de sens, un peu prévisible, hein. On a 64 pins contre un 144 pins. Donc c'est certain qu'on peut se douter que si on a le petit format, ben, probablement qu'on a des pertes de fonctionnalités. Donc, par exemple, ici, la pin PE2 dans ce microcontrôleur-là n'existe pas dans le format LQFP64, mais elle existe dans celui du 144. Et ici, dans les fonctions alternatives, on peut voir que on pourrait s'en servir, par exemple, pour faire du SPI. Donc, il y a certaines fonctionnalités un petit peu plus complexes. En passant, le STM32F446 est un microcontrôleur de type ARM. Donc, l'architecture est un petit peu plus dense. Ce n'est pas un processeur qu'on utilise dans le cours cette session-ci, mais c'est un exemple intéressant. Une autre vue d'information, ça pourrait être du texte. Puis souvent, dans le détail qui va suivre un schéma ou un tableau, il va y avoir du texte plus détaillé où on va pouvoir lire les subtilités. Donc, naturellement, les tableaux, les schémas blocs, c'est des résumés. Par exemple, ici, on a une information sur différentes pins qui sont associées, puis on voit de l'information par rapport au port B. Là, ça nous informe par exemple que le port, c'est un 8 bits bidirectionnel. Bon, la plupart du temps, les broches sont bidirectionnelles, sauf dans certains cas un peu plus spécifiques qu'on verra éventuellement. Mais en général, on peut assumer que les broches vont être bidirectionnelles dans le cas de nos entrées-sorties sur le Arduino qu'on va utiliser. Pour le reste de l'information, on verra ça quand on ira s'intéresser aux caractéristiques plus précises de nos entrées-sorties. Si on revient sur la vue avec le pin-out, donc le brochage de sortie, on se souvient, on pouvait voir certaines fonctionnalités directement à partir de cette représentation-là. Comme par exemple, on pouvait voir instantanément que PB5 va nous servir pour faire le ADC ou les sorties pour les PWM. Donc, il y a aussi certains autres types d'interruptions, pin change interrupt. Donc, ça ici, c'est une autre fonctionnalité qu'on verra un petit peu plus tard. On peut voir tout de suite, à part être une entrée-sortie de base, qu'est-ce que peut faire la pin PB5.
Même chose, ici, un peu plus bas, on pouvait voir RxD1 et TxD1, donc les deux broches qui sont utilisées pour faire la communication UART. Dans la vue schéma, bien, on pouvait faire aussi des liens d'information en regardant, par exemple, les broches qui étaient disponibles. Donc, comme ici, immédiatement, on voyait qu'il y avait F0, F1, et ensuite on sautait à F4 à F7. Donc, on peut tout de suite deviner qu'il nous manque F2 et F3 qui ne seront pas disponibles. Même chose, dans le passé, on peut voir que PC0 à PC5 ne sont pas disponibles dans le microcontrôleur actuellement. Autre information qu'on pouvait voir, c'est par exemple ici, quand le port F et le JTAG, ben, il y avait une liaison. Puis en effet, quand on va voir un petit peu plus loin, ben, on se rend compte que PF4 à PF7, c'est les broches qui sont utilisées pour faire la communication avec le JTAG. Donc encore une fois, avec la vue de schéma bloc, on peut voir les relations et certaines fonctionnalités particulières. Naturellement, pour faire les configurations et la programmation, il faudra aller lire un petit peu plus en détail. Ici, on est ailleurs dans la datasheet du ATmega 32U4 et on est plus précisément là, sur l'information à propos du port D. Là, on voit il y a un peu un mix des deux, donc un tableau d'informations avec du détail qui est donné de façon textuelle. Donc, les informations sont souvent résumées dans un tableau. Et bon, pour les spécifications, donc les éléments plus précis, on va devoir aller le lire dans le texte. Dans le tableau ici, ce qu'on peut voir d'ailleurs, c'est qu'on nous rappelle encore la même information qu'on voyait tantôt quand on regardait le pinout, donc la vue du chip lui-même. On peut voir que PD2 et PD3 avaient respectivement RxD1 et TxD1, donc les connexions pour le UART, Receive and Transmit. On voit aussi les autres informations pour les autres broches. Naturellement, au fur et à mesure qu'on en aura besoin, on en fera l'analyse. On en vient maintenant aux entrées-sorties générales du ATmega 32U4. Souvent, les gens vont rapidement sauter, puis avec l'expérience, c'est ce qu'on fait tous, je crois, on va tout de suite sauter dans la section de la datasheet qui nous donne les registres de contrôle et on va lire vite parce que, bon, on sait un peu comment ça marche après un certain temps. Mais ce que j'aime bien de regarder la vue, comme par exemple le schéma ici de fonctionnement général qui est indiqué pour les entrées-sorties, c'est que d'un coup d'œil, on peut voir non seulement les registres qui sont impliqués dans le fonctionnement des broches, mais on peut aussi deviner l'état qu'ils doivent avoir, puis aussi voir toutes les fonctionnalités qui sont disponibles pour nos entrées-sorties générales. Tout de suite, j'attire votre attention du côté droit. Il y a trois registres principaux qui vont être utilisés pour contrôler nos entrées-sorties de façon générale. Donc, il y a le DDR pour Data Direction Register. Bon, le petit X, par exemple, va être remplacé pour A, B, C, D, dépendamment si on est le port A, B, C ou D. Donc, par exemple, si on voulait contrôler le port D, la direction des broches du port D, on utiliserait le registre DDR-B. Pour faire la lecture des broches, ben, on utilise le registre PIN. Par exemple, si on voulait le faire pour le port B, ça serait PIN B pour aller lire les 8 broches d'un seul coup. Dans notre cas à nous, c'est des registres de 8 bits. Pour faire l'écriture vers la sortie, donc pouvoir changer l'état d'une sortie, on va utiliser port et on va spécifier lequel. Donc ici, par exemple, on mettrait port B pour contrôler la sortie du port B. Donc ça, c'est les trois registres qui sont d'intérêt pour les entrées-sorties en général. Dans la vue à gauche schématique, on peut voir tout de suite les trois registres qui sont utilisés. Donc ici, naturellement, c'est au niveau binaire. Donc on a un seul bit parce que c'est représenté pour une seule pin. Puis un port complet comprend 8 pins dans ce cas-ci, ou 8 possibilités parce que naturellement, comme on a vu, le port F, il n'y en a que 6, le port C, il n'y en avait que 2. En général, s'ils sont tous là, on en aurait 8. Puis le X va identifier, comme on disait, est-ce que c'est A, B, bon, dépendamment du port. Et le petit N qu'on voit, ben lui, c'est pour dire est-ce que c'est PB0, PB1, PB2, PB3. Donc pour identifier le numéro de la broche précisément.
Bon, ici, on a donc le Data Register. Ici, on a Port pour le registre de sortie. Et ici, on a PIN pour le registre d'entrée. On va s'intéresser d'abord au registre d'entrée. C'est probablement le plus facile de tous. Donc ici, ce qui nous illustre, c'est la broche, donc la PIN qui est vraiment accessible de l'extérieur. Si on fait le chemin, puis on suit, ici, il y a un petit circuit de protection avec la possibilité de mettre en sleep le circuit. Donc ça, c'est des fonctionnalités un peu plus avancées qu'on verra un petit peu plus loin. Ensuite, on a un Schmitt Trigger. Ça va permettre d'éviter tout ce qui va être confus dans les niveaux indéterminés. Donc, on va voir les niveaux électriques tantôt. Donc, il y a une zone où on va dire ça c'est un 1, une autre zone où ce qu'on va dire ça c'est absolument un 0. Puis entre les deux, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc, ici, ce circuit-là, ce qu'il veut illustrer, c'est que dans la zone indéterminée, il n'y aura pas de changement. Donc, il va juste changer si jamais il arrive dans la zone d'un ou l'autre pour le vrai ou le faux, donc le haut ou le bas. Mais entre les deux, il ne va pas faire de changement. Ensuite, on a deux bascules qui se suivent. Puis, ben, il nous l'indique, c'est pour synchroniser ici l'information, pour l'envoyer entre les deux. Ben, puis ça, ici, ça va être géré par l'horloge. Donc, c'est l'horloge qui va permettre de faire l'échantillonnage. Le double à bascule, ici, ben, c'est une espèce de logique qui empêche ce qu'on appelle la métastabilité. On n'ira pas bien loin là-dessus, mais l'idée, c'est que si jamais j'étais en train de faire un changement pendant que l'horloge me dit de changer, bien là, ici, au fond, il va y avoir une bascule qui va permettre d'éviter ce changement-là. Ici, on va synchroniser le signal. Donc, au pire, on va avoir changé, mais juste au prochain coup d'horloge. Ça évite d'avoir des sauts qui vont varier si jamais il y a ce qu'on appelle la métastabilité. Donc, vous voyez ça simplement comme une façon de synchroniser le signal à l'entrée, parce que naturellement, dans le temps, tout change, puis nous, on va faire des lectures à certains moments. On va revenir là-dessus un petit peu plus tard. Inquiétez-vous pas. Et finalement, ici, il y a un circuit qui ressemble à un suiveur qui est activé par le signal RPX. Puis ça, on vient voir ici, RPX, c'est Read Port Pin. Donc, quand on va vouloir faire cette action-là, le signal va être propagé vers le bus de données. Maintenant, si on regarde pour l'écriture, donc l'écriture est un petit peu plus complexe. On peut voir d'abord que, OK, pour écrire, c'est l'information qui va sortir du registre par X. Donc ici, dans ce cas-ci, l'information, elle s'en vient vers la bascule, elle rentre dedans, donc on va pouvoir la récupérer. Dans ce cas-ci, c'est nous qui allons la forcer, donc on va écrire dans le port et on va pouvoir envoyer l'information vers la sortie. Alors, si on met par exemple un 1 ici et que il est propagé, ça va s'en aller vers notre sortie. Pour que ça soit propagé, il faut que j'ai un 1 ici. Puis pour avoir un 1 à cet endroit-là, il faut que mon registre DDR soit à 1. Donc on comprend tout de suite que quand DDR, la pin est à 0, ça va être une entrée. On va aller lire ça tantôt. C'est aussi écrit de façon textuelle. Puis que si on a un 0, donc ça va être une entrée. Et si on a un 1, là, on peut devenir une sortie. Et donc, la seule façon d'écrire vers la sortie, c'est d'avoir un 1 sur la broche correspondante dans le registre DDR. Il est toujours aussi possible d'aller lire le registre DDR. Donc, on peut toujours consulter. Même chose pour le port de sortie, donc le registre de port de sortie, on peut toujours aller le lire. Donc, même si on écrit dedans, on peut aussi aller lire pour, par exemple, si on a oublié ce qu'on avait déjà écrit dedans. Donc, on peut voir la valeur qui est actuellement inscrite dedans. Donc, ça, c'est des signaux qui nous permettent de récupérer en lecture ce qu'on a déjà écrit. Un autre élément qui est intéressant ici, c'est l'espèce de petit circuit qui est activé puis qui met une résistance vers la tension haute. Donc, c'est ce qu'on appelle une pull-up. C'est une résistance qui peut être activée à l'intérieur du circuit. Bon, ça, c'est super intéressant. Bon, vous n'allez pas pouvoir, avec ça, ça va vous permettre, par exemple, d'aller lire un bouton. Donc, un bouton, souvent, on va le connecter au ground, donc à la masse. Et s'il n'est pas appuyé le bouton, la pin elle est flottante. Mais si elle est flottante, elle peut prendre n'importe quel état. Donc, pour s'assurer qu'on va aller chercher un état déterminé,
on va mettre une résistance aux 5 volts. Normalement, ça implique donc d'avoir une résistance sur le montage de plus. Bien, on peut enlever la résistance du montage et activer la résistance interne. Donc, ça nous évite d'avoir une résistance à fournir. Certains microcontrôleurs vont nous offrir d'avoir une pull-down aussi. Donc, dans certains cas, on peut activer une pull-up et une pull-down, donc une résistance qui serait au ground à la place. Donc, ça veut dire que nous, si on veut utiliser la résistance interne pour donner un état déterminé à nos boutons, ben, on va devoir utiliser des boutons reliés au ground. C'est absolument nécessaire parce que sinon, on ne sera pas capable de distinguer quand le bouton est appuyé. Mais bon, comment on active la résistance pull-up? Ben, avec les schémas, on peut le voir. On peut voir d'abord que la porte E qui est ici va être inversée avant d'activer. Donc, pour activer ça ici, ici c'est actif bas, donc ici il faut être activé haut. Donc, pour obtenir un 1 à la sortie de notre porte E, c'est la seule façon d'avoir la résistance activée. Donc, puis pour que notre E soit à 1, on doit avoir premièrement la variable PUD, donc pull-up disable, en passant. On va voir, c'est marqué ici. Donc pull-up disable. Donc si pull-up disable est à 0, ça veut dire qu'elle est enable, globalement, ça va activer. Donc ça, c'est une variable qui, on va voir tantôt, est bonne pour toutes les pull-ups du circuit au complet. Donc pour désactiver toutes les pull-ups sur notre circuit, en un seul coup, on a juste à changer cette information-là ici. Donc, on doit avoir ici un 0 pour avoir une valeur vraie à la sortie. Par défaut, c'est 0. Ensuite, l'autre broche qu'on doit avoir ici, on doit avoir un 0 à la sortie de notre DDR. Ben oui, parce que si on est en sortie, ben la pull-up, on ne la veut pas. Donc, si on a mis comme direction en entrée, c'est là que c'est habituellement utile d'avoir une pull-up de toute façon. On veut seulement avoir activé la pull-up si jamais on est en entrée. Donc, si ici on a un 0, la direction est en entrée, on va pouvoir activer la pull-up. Donc, on doit avoir PUD à 0, on doit avoir DDR à 0 pour la broche concernée. Puis on a un autre signal ici qui nous dit que port, lui, doit être à 1. Donc, il va falloir mettre la pin de sortie à 1. Mais naturellement, vu qu'on est en DDR en entrée, ça n'affectera pas réellement la sortie. Donc, on va être quand même presque flottant. Et au lieu d'imposer un signal très fort à la sortie, on va simplement mettre une résistance à 5 volts. Donc, c'est pas la même chose que quand on le met en sortie puis qu'on envoie le signal de sortie. Donc, dans ce cas-ci, quand on passe par le suiveur qui est ici, on va être capable, on va voir, il y a un étage de transistor qui nous permet de fournir 20 mA, 40 mA. Dans ce cas-ci, c'est un très faible courant qu'on va être capable d'imposer. Puis on ne sera pas capable vraiment d'allumer une LED ou à peine, elle va être à peine détectable qu'elle est allumée, là, si jamais on est capable de le voir. Peut-être dans le noir, mettons. Déjà, avec le schéma, comme ça, on peut déjà avoir une idée du fonctionnement global puis des relations entre les différents éléments pour une fonctionnalité d'un microcontrôleur. C'est intéressant de voir ça. Naturellement, ça prend un peu de temps. Des fois, lire, c'est plus simple. Mais moi, je l'aime bien, cette vue-là, parce que ça nous rappelle les interrelations. Puis naturellement, là, on va revoir l'information qui nous est aussi redonnée plus loin dans la datasheet, mais cette fois-ci de façon textuelle et en tableau. Donc, si on continuait dans la datasheet, on verrait un tableau pour voir les différentes façons de configurer les pins du port. Puis là, on voit l'interrelation justement entre DDR, port, puis le bit PUD qui est dans le registre MCUCR, qu'on va aller voir un petit peu plus tard. On voit l'effet que ça va donner sur l'entrée-sortie. Donc, est-ce qu'elle va être en entrée ou en sortie? Est-ce que la pull-up est activée ou pas activée? Donc, on voit que c'est différent. Puis, il y a un petit commentaire qui nous confirme un peu l'idée du mode de fonctionnement de cette entrée-là. Donc, premièrement, on regarde ici DDR, donc le Data Direction. Si on a des zéros, on a dit qu'on était en entrée. Puis là, c'est confirmé ici par la colonne. Hein? Donc, si j'ai des zéros dans Data Direction, ma broche, elle est en entrée. Et ça, c'est l'état
par défaut. C'est sécuritaire parce qu'imaginez, si on devait sortir des signaux, forcer des 5 volts sur notre circuit, on ne sait pas sur quoi on est connecté au départ, on risquerait d'avoir des contentions, donc les deux par exemple qui imposeraient un 5 puis l'autre qui imposerait un 0, donc ça pourrait causer des problèmes électriques sur notre plaquette. Là ici, c'est plus sécuritaire, on commence tout le temps en entrée, donc le mode par défaut c'est en entrée, quand on ne fait rien, c'est tout le temps en entrée. Ensuite, vous avez l'effet du port sur la broche. Donc, si on regarde pour le mode des entrées, on voit que si on est en entrée et que sur le port on a mis un 0, peu importe l'état du bit PUD, on va être en entrée, la pull-up ne sera pas activée, puis on va être en haute impédance d'entrée. Deuxième cas, c'est si on est en entrée, donc data direction à 0, on met un 1 sur le port pour ce bit-là, et que le bit PUD du registre MCUCR est à 0, donc l'état par défaut en passant, ben on va être en entrée, mais cette fois-ci, la pull-up va être activée. Donc, on va être capable de donner un petit courant qui va être fourni, par exemple, pour donner un état haut à un bouton ou une pin qui serait flottante. Finalement, si en le troisième cas, si on est en entrée, donc DDR encore en entrée, qu'on met un 1 sur le port de sortie, mais que le bit PUD, donc pull-up disable, devient vrai, ben ça désactive au fond la commande qu'on vient de mettre ici dans le port. Okay? Donc, peu importe ce qu'on a mis ici au fond, si on a mis 1 ici, ça va jamais être possible d'avoir la pull-up d'activer. Naturellement, ça fait du sens, c'est ce que ça nous dit, ce bit-là. On va être en entrée, oui, parce que le data redirection est à 0, mais la pull-up ne sera pas activée, donc on est dans le même état qu'au début. Donc, on est en état tree state qu'on appelle ou haute impédance. Maintenant, ben, la configuration la plus facile, naturellement, c'est la sortie. Donc ici, on met un 1 sur le bit correspondant dans le registre DDR, puis on peut contrôler la pin, soit la mettre à 0 ou à 1. Naturellement, peu importe l'état du bit PUD dans cet état-là, ça ne nous concerne pas. On l'avait vu avec la porte E, ça désactive automatiquement l'effet de la pull-up. L'IO, ben, il est en output, donc en sortie, les pull-ups ne sont pas activés. Puis ici, ça nous dit, ben, si j'y mets un 0, ça veut dire que je vais recevoir. Donc, j'essaie de mettre un 0. Donc, par exemple, on peut voir que nous, on reçoit le courant. Ensuite, pour l'output I, ben, on va sourcer, donc on va fournir. Ça peut faire une différence dans certains cas, il y a des microcontrôleurs qui sont capables de recevoir plus que de fournir. Donc, il va dire par exemple que je suis capable de mettre un niveau 0 et de recevoir jusqu'à 40 mA. Puis dans d'autres cas, pour le niveau haut, je suis seulement capable de fournir 20 mA. Donc, il faut bien lire ces deux niveaux-là, ne sont pas tout le temps symétriques. Donc, ça peut faire une différence dans notre fonctionnalité. Dans notre exemple, on voudrait donc allumer la LED qui est présente sur PC7. Première chose, on va mettre en sortie la broche PC7. Pour faire ça, on va utiliser le registre DDRC. Donc c'est super facile de faire des écritures dans les registres parce qu'ils sont tous déjà existants dans le compilateur. On va voir quand on inclut la bonne librairie, toutes les définitions de nos registres sont déjà existantes. Donc, c'est facile pour faire les lectures et écritures. On n'a même pas besoin de connaître les adresses précises. On fait que utiliser le nom directement du registre. Mais la case est importante, donc majuscule, minuscule, ça fait une différence. DDRC, donc Data Direction pour le port C, va être égal à la valeur actuelle, okay, parce qu'on veut modifier dans ce cas-ci, on va faire une modification binaire sur un seul bit. On veut juste changer l'état de PC7. On ne voudrait pas affecter le reste du circuit. On ne sait pas ce qu'on a connecté sur PC6. Ensuite, on va prendre un 1 qu'on va décaler de 7. On va faire un OU entre les deux. Donc ça ici, c'est une façon simple de le faire. On dit, ben moi, je vais mettre un 1 à la position 7.
C'est pas grave de faire ça, il n'y a pas vraiment de puissance mathématique associée à ça. Au compilateur, il fait déjà le calcul pour nous. Donc à l'exécution, ça ne fera aucune différence. Le nombre d'espaces pris dans le mémoire, ça ne fait aucune différence. Entre écrire 1 décalé de 7 ou écrire 0x80 par exemple, c'est la même chose. C'est plus clair, selon moi en tout cas, d'écrire 1 décalé de 7. Donc on sait qu'on vient de mettre un bit 1 à la position 7. C'est simple. Si on mettait 0 ici, ben on aurait un 1 décalé de 0, donc le premier bit, et ainsi de suite. Donc ça devient assez facile de faire nos masques de cette façon-là. On continue, donc c'est quelque chose qu'on va utiliser beaucoup. Ensuite, on veut mettre le 1 sur la pin PC7, naturellement parce qu'on a marqué qu'on voulait activer la LED dans ce cas-ci. Donc là, on va contracter un peu. Donc, passer ou égal 1 décalé de 7, donc la même ici approche pour le calcul binaire. Le ou égal, ben, c'est la même chose que d'avoir écrit au long comme précédemment. Donc si j'avais écrit parser égal parser ou 1 décalé de 7, ben, c'est la même chose que ce que je viens d'écrire là. Naturellement, ça nous sauve quelques touches au clavier, ce que j'aime beaucoup. Maintenant, si on va plus loin dans la datasheet, on verrait éventuellement, bon, par B data register, où il va nous donner l'information correspondante par bit. Et c'est là qu'on peut voir la valeur initiale. Si on regarde par B, qui est la valeur pour la sortie, par défaut, toutes les broches sont à 0. Donc, si on est en entrée, on le sait, hein, parce qu'ici, Data Direction, on a déjà parlé, par défaut, il va être en entrée de façon sécuritaire. Donc, toutes les pins sont en entrée et le registre par B est à 0 lui aussi, ben, ce qui nous assure qu'on n'a pas activé à notre insu les pull-ups au démarrage. Donc, il va falloir vraiment dire je veux activer la pull-up pour que celle-ci soit activée. Donc ici, c'est pour les registres, ce qu'on aurait besoin pour écrire. On aurait besoin de DDR-B, par exemple pour le port B, et port B, ce qu'on vient de faire exactement dans l'exemple précédent pour justement allumer la LED sur PC7. Pour aller lire, ben encore une fois, il faudrait s'assurer que DDR-B est dans la bonne direction, que le registre de direction est bien en entrée, donc à 0 dans ce cas-ci. Et ensuite, on pourra aller lire avec le registre PIN-B. Donc, faites pas l'erreur, c'est impossible, on l'a vu dans le schéma, d'aller lire avec port B l'état de sortie de la pin. Hein, parce que, par exemple, je vais revenir sur le schéma. Par exemple, imaginons que j'ai mis un 1 ici, que j'ai mis un 0 ici. Donc, je suis en entrée et je veux activer la pull-up parce que lui, ben, par défaut, il est à 0. Habituellement, on ne touche pas vraiment ça à moins qu'on ait besoin de désactiver tout le monde. J'ai mis un 1 ici, j'ai mis un 0 ici, donc ma pull-up, elle est activée. Okay? Mais ça ne veut pas dire que j'ai un 1 à la sortie ici. N'oubliez pas, là, ici j'ai un suiveur, mais celui-là, il n'arrivera pas à s'imposer parce que je n'ai pas mis ici le bit à 1, je l'ai mis à 0. Donc ce suiveur-là est désactivé. Celui qui est activé, il est ici, en lecture. Puis lui, il me permet de lire tout le temps l'entrée. Donc, pour lire l'entrée, dans ce cas-ci, ben, par exemple, si j'ai mis un bouton, hein, donc j'ai activé la pull-up. Donc ici, je vais avoir une résistance au 5 volts et par exemple un bouton qui s'en va au ground. Ben, ici, si j'appuie sur le bouton, je vais avoir un 0 volt. Donc, port B, si je vais le lire, il va me dire 1 pour ce bit-là, alors qu'en réalité, mon état, c'est 0. Pour aller lire, il faut utiliser PIN, tout le temps PIN pour lire. Donc, on a PIN B ici, qui nous permet de faire cette lecture-là, DDR-B, pour la direction. Et finalement, on a le registre MCUCR qui a plusieurs bits de contrôle à l'intérieur. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le bit 4 pour cette fois-ci. Puis là, ben, ça nous donne la définition. Donc, le bit PUD pour Pull Up Disable, ben, ça nous dit que quand le bit est à 1, les pull-up des entrées-sorties vont être désactivés, même si DDR et port sont configurés pour activer les pull-ups. Donc ça revient à ce qu'on a vu dans le schéma. Dans le schéma, on le voyait bien, d'ailleurs, que c'est l'effet que ça avait donné. Donc ici, ça nous le rappelle. Puis, ben, ça fait du sens. Donc si on active ce bit-là, au fond, on dit pull-up disable actif. Donc on désactive les pull-ups.
par défaut, il est à 0, on peut activer les pull-ups simplement en contrôlant la direction du port et le registre de port. Ici, on va se faire une première activité. On va installer un bouton sur PB4. On va utiliser la pull-up interne pour s'éviter du montage et la LED qui est déjà présente sur notre Arduino Micro qui est connectée à PC7. Donc, on va retourner voir le schéma pour bien comprendre tout ça. Et ce qu'on veut, c'est que la LED va allumer quand le bouton va être appuyé. Donc, quand le bouton va valoir 0, on va nous donner un 0, on va allumer la LED, donc on va inverser les deux états, si vous voulez. Je vais vous faire la démonstration complète avec Atmel Studio, donc la connexion du début à la fin. Vous pourrez sauter si jamais il y a des sections que vous connaissez déjà vers la fin. Donc, on va faire le code précisément. Bon, c'est bien beau tout ça, mais maintenant, est-ce qu'on pourrait alimenter, par exemple, je sais pas, un moteur, OK, avec nos entrées-sorties? Par exemple, dans le cas de notre projet, est-ce qu'on pourrait alimenter les moteurs de notre petit robot avec les entrées-sorties du microcontrôleur? Et la réponse, c'est non. Et on a plus d'informations de disponibles ici. Premièrement, il y a l'information tout de suite qui attire mon attention. En bas, le courant maximum, parce que c'est ici, c'est les maximums absolus. Pour les entrées-sorties, chaque pin peut fournir un maximum de 40 mA. Mais de façon combinée, l'ensemble des pins de notre microcontrôleur ne pourrait pas fournir plus de 200 mA. Donc, si on avait plusieurs broches qui devaient fournir 40 mA, si on avait plus que 5, par exemple, donc 5 x 40, on tombe à notre 200, ben, on verra une diminution et peut-être une surchauffe de notre microcontrôleur. Donc, une diminution des courants de sortie, éventuellement une surchauffe. Donc, encore une fois, si on utilise ça au maximum, habituellement, il faut dissiper cette chaleur-là de toute façon. On voit aussi que les températures d'opération, ça peut aller de moins 40 à 85 degrés Celsius. Pour conserver le microcontrôleur, il faut s'assurer d'un environnement qui ne varie pas, qui ne dépasse pas moins 65 à plus 150 degrés Celsius. On voit aussi que les tensions sur toutes les broches, à l'exception de Reset et VBus, VBus là, qui est lié avec la tension pour le USB, ça nous dit que les tensions ne doivent pas aller moins 0,5 volts en dessous du ground et ne doivent pas dépasser VCC plus 0,5. Donc pourquoi VCC plus 0,5? Ben, c'est qu'on peut alimenter nos microcontrôleurs de différentes façons. Donc soit par exemple avec le 3,3 volts ou avec le 5 volts. Donc si on est à 5 volts, la tension n'a pas dépassé ça serait de 5,5 volts. Donc, il faut savoir qu'on pourrait probablement se rendre un petit peu plus haut parce que la tension à laquelle ce type de transistor-là brille, c'est autour de 7 volts. Naturellement, les feuilles de spécification nous donnent tout le temps une tension sécuritaire, même quand ils nous parlent de maximum. À 5,5 volts, on est sécuritaire. Il ne faut pas avoir l'impression qu'on va briser notre chip si on se rend à 6 volts sur des petites impulsions. Naturellement, ce n'est pas recommandé de le faire, de dépasser les maximums absolus. Mais une chose est certaine, si vous imposez 7 volts et plus sur une entrée de ce microcontrôleur-là, vous allez craquer le transistor et l'entrée va être maintenant ouverte, on sera plus capable de faire certaines fonctions. Dans certains cas, on n'est plus capable de la lire, dans d'autres, on n'est plus capable d'écrire dessus, dépendamment de la configuration qu'on avait. Pour la pin reset, ben elle supporte de moins 0,5 volts à 13 volts. Ben ça, il y a des raisons pour ça. C'est qu'avec la pin reset, dans certains cas, on est capable, avec un très haut voltage, de créer une remise à zéro des fusibles qui sont à l'intérieur. Donc ça, c'est une autre fonctionnalité qu'on verra plus tard. Mais dites-vous qu'à la base, essayez de jamais mettre de tension supérieure à l'alimentation sur vos broches. VBus, lui, est un petit peu plus tolérant par rapport au fait justement qu'il est lié avec l'alimentation et il va supporter jusqu'à 6 volts. Mais il ne faudrait pas dépasser ça. Le maximum pour la tension d'opération, c'est 6 volts. Habituellement, c'est assez classique de trouver des alimentations à 5 volts, c'est pas vraiment un problème. Mais bon, ça nous donne une idée de ce que sont nos limites.
Si on regarde maintenant les caractéristiques DC, ici, ça nous rappelle que ces caractéristiques-là sont bonnes de moins 40 à 85 degrés. Et ici, pour un VCC qui est de 2,7 volts à 5,5. Donc, il ne recommande pas de dépasser 6, hein, 6 c'est le maximum. Puis ici, il dit bon, l'opération devrait être entre 5 et 3, mais bon, ils se sont donné une petite marge où les gens peuvent opérer. Ensuite, si on regarde ben, le V in low, donc qu'est-ce qui va être interprété comme quand on est en entrée, quelle tension va être interprétée comme une entrée basse? Ben là, ici, ça nous dit le minimum, ça va être moins 0,5 volts. Donc, entre moins 0,5 volts et 0,2 fois notre VCC moins 0,1 volts. Donc, nous, on va prendre l'exemple pour ici nos calculs de dire qu'on est avec 5 volts. Donc, 0,2 fois 5 volts, on est à 1 volt, moins 0,1, on est à 0,9. Donc, disons 0 jusqu'à 0,9 volts, il va être capable d'interpréter ça comme un 0 bas lorsqu'on est en entrée. Ça, ben, c'est pour les entrées générales. Pour les pins cristal et 8.7, c'est des niveaux un peu différents. Ici, on les voit. 0.1 VCC, 0.1 VCC, donc 0.5 volts pour le cristal, 0.5 volts pour le reset. Pour les niveaux hauts en entrée, encore une fois, à part le cristal et le 8.7, il va être capable de lire VCC 0.5, donc ça c'est son maximum. Et le minimum pour détecter un haut, c'est 0.2 VCC plus 0.9. Ah, ok. Donc, ça serait, dans notre cas à nous, 1 volt plus 0.9, donc 1.9 volts. Donc, ce qu'il nous dit, en fait, c'est que entre 0.9 et 0, pour lui, c'est un 0. Et au-dessus de 1.9, c'est un 1. Mais entre 1.9 et 0.9, il ne sait pas. Donc, il faudrait éviter de rester dans cette zone-là, mettons. C'est une zone qu'on appelle indéterminée. Heureusement, on a vu dans notre schéma, on a un Schmitt trigger qui nous évite là, de se mettre à changer l'état quand on se retrouve dans cette zone indéterminée-là. Reste qu'on peut difficilement savoir si on va être à 0 ou à 1, ça dépend de l'état qu'on était précédemment. Bon, encore, les niveaux ici nous sont donnés des niveaux un peu différents cette fois-ci pour les niveaux hauts et les niveaux bas pour le cristal et le reset. Maintenant, pour les sorties, ben, ce qu'il nous dit, c'est que lui, pour un output low, il nous garantit qu'il va être capable de varier entre 0.5 et 0.7. Et si on revient ici, ben, ici, il nous dit c'est 0.7 volts, mon plus bas que je vais être capable d'imposer à la sortie si mon VCC c'est 5 volts et que la sortie fournit 10 mA. Donc, naturellement, cette tension-là va varier en fonction du contexte. Et si on avait alimenté, par exemple, notre Arduino avec 3 volts, cette fois-ci, c'est 0.5 volts qui nous garantit qu'il serait capable de mettre comme niveau le plus bas. Ça a de l'importance des fois de consulter ça par rapport aux autres avec qui on s'interconnecte. Et maintenant, pour le V output high, encore une fois, c'est un peu la même chose. Et si tu es avec un VCC de 5 volts et que tu fournis actuellement 10 mA, je te garantis que mon minimum va être de 4.2 volts et plus. Même chose si on est à 3 volts. Si on est à 3 volts et qu'on fournit 5 mA, je te garantis que mon niveau va être d'au moins 2.3 volts. Donc ça, c'est les niveaux qu'il va être capable de nous fournir. Et la dernière information du bas, ben, c'est le courant de fuite quand on est en entrée et que la pin est à l'eau. Et ça devrait être 1 microampère, donc quand même assez négligeable. Les sorties des microcontrôleurs de la famille CMOS sont activées par un couple de MOS-P puis de MOS-N, donc un type N et un type P. Le type P est actif quand on a un 0, le type N est actif quand on a un 1. Là, ce qu'on voit, là, c'est on voit deux cas. Donc, dans le premier, ici, j'ai un 0 à l'entrée. Donc, ce qui va activer, c'est mon CMOS en haut, donc le MOS-P. Il va être actif. Donc, à la sortie, je vais avoir un 5 volts parce que le chemin qui est ici est activé. Si je mets un 1 à l'entrée, je vais activer le MOS-N, donc le transistor en bas, et je vais avoir 0 volts.
Alors, tantôt, quand je parlais de l'asymétrie dans les sorties, donc dans les limites de courant, c'est de là que ça vient. Donc, dans certains cas, le transistor P va être capable de fournir moins de courant que le transistor N. Dans notre cas, à nous, c'est pas spécifié parce qu'au fond, ils sont égaux. Bon, c'est une fonction logique qu'on vient de voir. Dans un cas, je mets un 0, j'ai un 5. Dans l'autre cas, j'ai un 1, j'ai un 0. Alors, c'est quoi la fonction logique qui correspond à un inverseur? D'accord? Mais nous, quand on va écrire un 1, c'est pas un inverseur qu'on voyait tantôt à la sortie de notre schéma, c'était un suiveur. En réalité, ce qu'on voit sur le schéma, bon, c'est notre suiveur. On va avoir une cascade de deux étages. Donc, le premier étage, ben, c'est les transistors qui vont permettre d'activer le deuxième étage. Puis j'avais déjà fait référence au principe, habituellement à l'intérieur des microcontrôleurs et des microprocesseurs, les transistors sont petits parce que ce qu'on veut, c'est qu'ils transitent rapidement. Donc on ne veut pas qu'ils soient gros, on ne veut pas qu'ils commutent des gros courants, on veut qu'ils commutent rapidement puis qu'ils changent des états logiques. Quand on va les emmener vers l'extérieur, là, ça nous prend des gros transistors. On prend le premier étage de transistor qui est un peu limité en courant et lui va permettre d'activer le deuxième étage de sortie qui lui est plus puissant. Donc le fait de cascader les deux étages, ben, ça va nous ramener avec un suiveur. Donc si je mets un 1 dans mon registre, il s'est inversé par mon étage de transistor qui, par ensuite, mon étage de sortie, lui, va le remettre dans le bon état. Donc, je mets un 1 dans mon port, je vais avoir un 1 dans ma sortie. La vue qu'on a ici est intéressante parce qu'en fait, c'est un boîtier d'un circuit intégré qui a été coupé. Donc, il nous permet de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle le die. Donc, c'est là que se retrouve, par exemple, l'unité centrale de contrôle, des transistors, des tâches de sortie pour amplifier vers les sorties, des mémoires, des choses comme ça. Donc, ensuite, ben, ils vont être reliés aux broches de sortie par des petits fils qu'on appelle les wire bonding. C'est ceux-là qui vont finir par fondre des fois si on surcharge trop notre processeur au niveau des températures pendant un certain temps. Donc si ça, éventuellement, ça finit par bouger, fondre, c'est fini. Ou on a aussi parlé, là, si on avait craqué le silice de nos transistors de sortie, ben ça aussi, ça va mettre une fin, un terme là, à la fonction de la broche ou même du microcontrôleur au complet. Donc, quand on parle du die, c'est de ça qu'on parle. Donc, cette espèce de bloc à l'intérieur du boîtier qui, lui, va être interconnecté. Naturellement, là, on peut voir, il est très, très petit par rapport au boîtier. Puis c'est là que, au fond, le boîtier, c'est lui qui va changer le format. Donc, dans certains cas, par exemple, on a évoqué, quand on a regardé la datasheet du STM32, au départ, celui qui avait un tableau avec plusieurs types de formats disponibles. Dans certains cas, comme on a dit, il y a des broches qui ne sont pas reliées parce que le boîtier est différent, mais aussi, c'est souvent comme le boîtier qui va changer un peu le format. Donc, dans certains cas, on va avoir un chip, là j'exagère, qui est le QFP, qui lui va avoir les pins à l'extérieur. Puis des fois, on va le retrouver, là, celui qui a les pins qui sont en dessous. OK? Mais c'est le même chip qui est disponible pour les deux cas. Alors, je vous donne un exemple. Ici, on va aller dans le Packaging Information pour le 32U4. Il y a un premier format pour notre microcontrôleur qui est le TQFP-N44. Donc, qui est quand même assez gros et ce n'est pas celui qu'on a sur notre microcontrôleur. Nous, on a un plus petit que ça. Pour se donner une idée des dimensions, on pourra regarder ici le D qui nous donne la largeur complète ou le E qui devrait être similaire. Donc, D et E ben, sont ici. Puis, de façon nominale, il mesure 12 mm dans les deux sens. Donc, c'est un carré. Si on vient voir l'autre format, ben, celui qui est sur notre plaquette à nous, c'est un QFN44. Et bien, lui, les pins sont en dessous. Donc, le package est un peu différent. Et il y a un gros pad en dessous. Et on voit ben, que la dimension globale, est-ce qu'on l'a? Oui, ben ouais, D et E sont ici. Donc D et E, on est tombé à 7 mm, presque la moitié pour les dimensions. Donc c'est quand même intéressant. Bon,
Le pad qui est ici, ben, il sert justement au fait que le boîtier, en étant beaucoup plus petit, pour être capable vraiment de dissiper toute cette chaleur-là, il va utiliser un pad central qui est normalement relié au ground, puis qui va permettre de dissiper la chaleur du boîtier qui était précédemment dissipé dans un boîtier plus grand avec les grandes pattes qui étaient reliées sur le montage avec la soudure. Donc tout ça, ça permet au circuit intégré de dissiper de la chaleur. Ben là, au fond, pour le faire, ça prend le petit pad en dessous. C'est plus difficile à souder naturellement pour quelqu'un qui fera un montage à la main, mais au niveau, quand on est rendu en production, c'est intéressant d'avoir ce genre de format-là parce qu'il est beaucoup plus petit, il prend moins d'espace sur notre circuit imprimé. Et dans les deux cas, c'est le même die qui est à l'intérieur. Donc c'est le même die, mais c'est le boîtier qui a changé entre les deux seulement. Bah, justement, on devait faire un exemple de recherche dans une datasheet. Et ça, je trouve ça intéressant parce qu'ils sont quand même assez bien faits, les datasheets de Atmel, sont bien documentés. Ce pas les seuls en passant, mais celles-là sont quand même assez bien faites. Donc, premièrement, vous avez ici l'onglet où est-ce qu'on va ouvrir les signets dans Adobe Acrobat Reader. Ça nous permet de faire des sauts. Là. Au lieu de parcourir là, avec le curseur ou de lire systématiquement l'ensemble des informations, on va être capable de faire des sauts à l'intérieur. Donc, par exemple, si on veut voir le schéma d'orientation des broches, ici, on peut voir pour le QFN comment ils sont orientés. Donc, l'orientation est la même, hein, soit dit en passant, pour les deux formats. C'est juste naturellement la grosseur qui va changer. Ensuite, on peut sauter ce qu'on appelle l'overview. C'est là que j'avais pris le bloc diagramme qui me permet de faire des analyses juste globales sans aller dans les détails précisément. Ensuite, ben, regardons directement les entrées-sorties. Donc ici, on peut agrandir cette partie-là. On va voir l'introduction. Donc ici, ça nous parle du concept général. Bon, ici, on voit l'illustration générale, le concept des pull-ups avec ben, les diodes de protection à l'entrée. Donc ça, c'est des diodes ben, qui vont nous permettre de limiter l'impact, par exemple, des petites impulsions électriques qui pourraient être faites, par exemple, sur les transitions mécaniques, là, comme avec un bouton. Naturellement, ça peut absorber un certain temps et une certaine quantité. Donc, il ne faut pas non plus imaginer que ça peut tout faire, ces petites diodes de protection-là. Absolument, on va s'assurer de faire un bon travail de notre côté aussi. Disons qu'ils sont là pour assurer une deuxième barrière de protection si jamais on n'avait pas bien fait de la première. Ensuite, si on continue un petit peu plus bas, c'est là que j'avais pris le schéma global. Puis ici, on pourrait avoir des explications complètes. Donc, comment configurer une broche, comment faire le changement d'état d'une broche, comment changer entre une entrée et une sortie. Donc, toutes ces informations-là vont nous être données, comment aller lire une broche. On va revenir sur ces schémas-là. Donc, on a un premier schéma temporel déjà ici. On en a encore un autre plus bas. Puis, encore une fois, on pourrait agrandir ces éléments-là pour pouvoir avoir une meilleure vue là, de qu'est-ce qu'on veut aller lire. Okay. Ensuite, une des choses qui va souvent m'intéresser, puis vous intéresser aussi, c'est les registres et leur description. Donc, c'est là qu'on va trouver l'information complète sur chacun des registres. Par exemple, ici, pour le registre MCUCR, il nous explique le seul bit qui est pertinent pour les entrées-sorties. Les autres concernent d'autres fonctionnalités. Puis, au fond, il nous détaille ça ici. Ensuite, on a le port. Il utilise le port B comme exemple, soit dit en passant. Donc, port B, port C. S'il y a des particularités, il va nous les donner parce que naturellement, ici, on a le port E hein, qui avait seulement le 6 et le 2 de publié sur la version que nous, on utilise. Le port F, ici, on nous rappelle là, dans le registre qu'il y a deux pins qui ne sont pas là aussi. Donc, on voit ces informations-là. Ça, ici, on va voir ça. Les fonctions alternatives. Donc, les fonctions qui sont disponibles en plus des fonctions de base. Là, on voit le petit schéma là, qui se complexifie. Donc, à chaque fois, c'est comme des vues de moins en moins simplifiées, de plus en plus denses.
où on peut voir les autres fonctionnalités qui vont être disponibles. Là. Ici, ça nous montre comment activer au fond les fonctions alternatives. On verra ça un petit peu plus tard. Vous avez les signaux qui sont utilisés. Puis si on agrandit ça ici, encore une fois, on va aller voir les fonctions alternatives pour le port B. Puis on vient voir ici dans le port B, on prend, je ne sais pas, PB5, parce qu'on a déjà regardé un petit peu. Puis on voit, OK, il y a l'ADC qui est disponible. Il y a une sortie pour le PWM du timer 4, aussi pour le PWM du timer 1. On voit que PB3 fait du SPI. Donc, c'est toutes des choses qu'on peut voir à partir de ces tableaux-là. Je vous rappelle qu'on les voyait aussi autrement, mais là, ça, c'est une des façons de le voir. Port F, parce que lui, on va l'utiliser dans le premier laboratoire et on l'a déjà utilisé dans la démonstration. Ici, on voit le détail par rapport au fait que 7, 6, 5 et 4 du port F sont utilisés. Ils peuvent être des pins ADC, mais surtout, ils nous intéressent, nous, pour le JTAG. Et ensuite, ça nous détaille un petit peu chacune des broches. Par exemple, si je prends la pin 4, ça nous dit que c'est le ADC canal 4 et que sinon, ça a le TCK, donc le JTAG test clock. Puis c'est un signal utilisé par le JTAG et ça nous explique que c'est l'opération synchrone du JTAG puis qui va être activé si le JTAG est enable. Donc ça nous dit aussi que si on active le JTAG, la pin ne pourra pas être utilisée comme une entrée-sortie. Donc c'est important de tout le temps prendre ça en note. On ne pourra pas utiliser ces pins-là pour faire autre chose que le JTAG. Puis dans mes cours, vu qu'on va utiliser le JTAG, on n'utilisera jamais ces broches-là pour autre chose. Donc la navigation à l'intérieur des feuilles de datasheet, ça c'est une première façon. Naturellement, il y a plein de façons de faire. On peut aussi utiliser la recherche à l'intérieur de la datasheet. Par exemple, là je cherche DDRB. Qu'est-ce qui arrive avec ça? Donc je peux faire une recherche par le nom, puis là on voit, il nous a amené directement ici. Naturellement, il est sûrement spécifié à plus d'un endroit. On peut le voir à plusieurs endroits. Je vais juste fermer ça ici pour qu'on ait une meilleure vue. Puis on va voir à toutes les fois que DDRB, excusez-moi, est spécifié. Ici, ça, c'est intéressant. On va voir un exemple de code. Donc, ici, on nous donne l'adresse qui est à utiliser pour le registre DDRB, justement. Donc, ici, on avait à utiliser l'adresse. Donc, dans les vidéos sur la programmation plus avancée, je vais vous montrer comment faire des accès par adresse au lieu d'utiliser les noms. Il faut savoir que quand les librairies ne nous étaient pas fournies, ce qui était le cas avant, on devait faire nous-mêmes nos définitions et spécifier les adresses. Donc, on devait se taper la job d'aller lire toutes ces adresses-là, puis de nous-mêmes référencer directement. Ou pire encore, pour ceux qui ont connu l'assembleur, on jouait directement avec les adresses tout le long. Bon, en C, c'est beaucoup plus simple, c'est plus rapide, on aime ça. Je continue à chercher. Là, c'est le fun, il me donne un exemple. Ici, d'ailleurs, c'est un exemple qui est écrit en code assembleur. Puis, ce qui est intéressant dans les exemples qui sont donnés dans ces feuilles de spécification-là, c'est qu'il nous donne des exemples en assembleur et des exemples en C. Donc, ici, on a un exemple, je ne sais pas trop, il faudrait lire le début. Je pense, c'était une lecture ou une écriture. Donc, dans ce cas-ci, il fait éventuellement une écriture pour aller lire. Il fait une écriture pour activer des pull-ups. Il active certaines directions de port. Et ensuite, il va faire une lecture du port au complet. Donc, ça nous montre un exemple. Donc, c'est vraiment intéressant pour ça. Puis on a l'équivalent ici en assembleur, mais je ne veux pas vous traumatiser. On va laisser faire ça. On va faire des exemples d'assembleur quand on va regarder des aspects de performance dans les vidéos sur la programmation. Donc, pour la navigation dans les datasheets, c'est ce qu'on peut faire de plus efficace, là, de se promener de cette façon-là. Naturellement, la datasheet en question ici, elle fait 438 pages.
Moi, je vais lire les sections qui m'intéressent. Naturellement, je vous recommande fortement d'aller lire déjà la section sur les entrées-sorties. Ça va vous faire une vue d'ensemble sur toutes les possibilités que vous avez sur les entrées-sorties en général. Allez pas lire les fonctions spécialisées. Pour l'instant, on va revenir là-dessus de toute façon plus tard. Bon, pour l'aspect temporel, la lecture d'une entrée. Ici, on a illustré différents signaux. Donc, l'équivalent des signaux si on allait les mesurer à l'oscilloscope. Ici, on a l'horloge du système, hein, c'est celle-là qui cadence tous les événements à l'intérieur. Et aussi, ben, on se fait donner des temps minimum et maximum qui doivent être respectés. Donc ici, on a les instructions. Par exemple, juste ici, on a l'instruction où on va aller lire le registre PIN. Donc là, on a l'instruction, elle est illustrée avec du code assembleur, mais c'est l'équivalent en C si on avait pris PIN B, par exemple, et qu'on l'avait envoyé dans une variable. Donc c'est l'instruction qui serait reçue ici. Donc ça nous dit qu'avant l'instruction, il y a un temps minimum et un temps maximum. Ensuite, on peut voir l'état du registre qui va changer et l'état de la variable, ici le registre de travail 17, qui va prendre la nouvelle valeur un petit peu plus tard, donc un temps d'horloge, un temps de propagation d'un coup d'horloge plus tard, parce que naturellement l'instruction elle est ici, elle va être exécutée à ce moment-ci. Ce que ça nous dit, c'est qu'on doit avoir de 0,5 coups d'horloge à 1,5 coups d'horloge précédemment l'instruction. Le signal devra être stabilisé avant ça, donc pour donner la bonne valeur. Donc ça nous dit que ça peut prendre de 0,5 à 1,5 coups d'horloge à stabiliser notre signal avant sa lecture. Donc ça, c'est une représentation temporelle d'informations qui nous sont données ailleurs dans la datasheet. C'est intéressant parce que ça, on peut tout de suite le regarder et comprendre. Là, naturellement, peut-être que certains d'entre vous ont compris, d'autres sont peut-être plus perplexes par rapport à tout ça. C'est correct parce que c'est des choses qu'on va apprendre à faire nous-mêmes, puis éventuellement, en sachant le faire nous-mêmes, on va être capable de le lire beaucoup plus efficacement. Et c'est ce qui m'amène au chronogramme. Donc, les chronogrammes, ici, j'ai illustré un peu le comportement à l'aide d'un chronogramme de l'exemple qu'on a fait dans la démonstration. On avait un bouton, on avait un LED. Ici, ben, on a l'état ou l'amplitude, on aurait pu représenter les deux. Ici, ça va être plus un état logique qui va être représenté. Donc, quand le bouton était à 1, ça voulait dire qu'il n'était pas appuyé. Donc, on avait dit le LED devait être allumé si on appuyait sur le bouton. Puis quand on appuie sur le bouton, on faisait le chemin vers le ground. Ce qui fait en sorte que quand notre bouton était à 0, notre LED était à 1. Donc, ici, on a, dans un chronogramme qu'on pourrait appeler vraiment de base, le comportement de la démonstration qu'on a fait tantôt. Donc, tout de suite, avec ça, on pourrait comprendre l'idée du fonctionnement qu'on veut obtenir. C'est-à-dire que quand je vais appuyer sur le bouton, bien, étant donné que l'état est inverse dans notre cas à nous, bien, la LED doit être allumée. Ça nous permet de représenter un état, une amplitude d'un signal en fonction du temps et d'autres signaux. Donc ici, on représente l'état entre les deux signaux. Avec ce qu'on vient de voir précédemment, naturellement, là, ici, sont bien alignés, mais si on voulait vraiment être super précis, il faudrait qu'on mette probablement le signal d'horloge, puis on s'est fait dire que bon, le bouton, quand on va le lire, ça va prendre de 1,5 à 1,5 coups d'horloge avant que son état soit lu, ce qui veut dire que lors d'un changement, ça pourrait prendre environ, disons, 2 coups d'horloge, pour être simple, avant que l'état soit propagé. Et quand on va activer une sortie, ben, la sortie, elle ne va pas être instantanée, c'est la même chose. On va écrire dans le registre va changer la sortie, donc il y a un temps de propagation qui va être de 3, si on veut, entre les deux, plus le traitement de l'information, dépendamment de comment on a fait notre code, est-ce qu'il appelle des fonctions, tout ça. Donc, dans la vraie vie, il va probablement avoir un petit décalage entre le moment où le bouton descend et que la LED allume dans un système où on arriverait à saisir vraiment cet instant-là. Puis,
pourquoi ne pas aller voir tout de suite, justement, de quoi ça a l'air si je le fais avec mon oscilloscope? Alors, on va utiliser EasyScope. EasyScope, c'est une application qu'on peut utiliser directement dans Windows et qui nous permet de nous connecter soit par USB, soit par Ethernet à notre oscilloscope. Donc, c'est très pratique, on va s'en servir beaucoup. Puis, donc moi, présentement, j'ai connecté mon oscilloscope via le USB. Donc, je suis connecté dessus et je vais rentrer dans le panneau virtuel. C'est génial le panneau virtuel parce que ça nous permet de voir l'écran de notre oscilloscope en direct. Donc, si on veut qu'il soit vraiment synchronisé, on vient ici, right-click, auto-refresh, puis au lieu de dire par commande, on dit, ben, moi ça automatique dès que tu peux, en fait, rafraîchis-moi l'écran. Donc, actuellement, c'est la saisie qu'on a à l'écran. Je vais vous expliquer un peu ce que j'ai. Donc, le jaune, le signal jaune, c'est mon canal 1 et mon canal 1 est connecté au bouton. Le mauve, violet, est connecté au LED. Donc, ici, on va regarder le canal 1. Donc, le canal 1, j'ai une probe 10X actuellement. Puis, la tension par division, c'est 2 volts par division. On regarde, ça fait un peu de sens. Ici, j'ai 2, 4, à peu près 5. Donc, je suis à 0,5 volts, ça a de l'allure. Puis, on a à peu près la même variation qu'on peut observer pour le canal 2, qui lui aussi est à 2 volts par division avec un 10X aussi. Donc, les probes 10X, on verra pourquoi en laboratoire on utilise ça. C'est des probes qui sont plus réactives, donc qui influencent beaucoup moins nos lectures quand on a des modifications temporelles rapides. On n'utilisera plus les pinces alligators que vous avez utilisées la session précédente. Maintenant, on va tomber avec ces probes-là. Donc maintenant, on va utiliser des probes comme ceci. Donc c'est celle que vous êtes allé chercher au magasin de l'école. Alors, on a une autre information ici. Ça nous informe sur le trigger. Donc le trigger, c'est ce qui fait déclencher mon oscilloscope. Moi, je l'ai mis à normal pour faire en sorte qu'au fond, il déclenche seulement quand l'événement de trig est détecté. Ici, l'événement de trig est sur le canal 1. C'est un changement d'edge, donc au niveau d'un changement d'état, on passe de niveau haut au niveau bas ou choses comme ça. Donc ici, c'est un falling edge. Donc quand on a un front descendant, on va déclencher. C'est ce qu'on veut comme comportement parce que quand le bouton n'est pas appuyé, il est à 5. Quand on appuie, il tombe à 0. Donc on veut détecter cet événement-là. En relation, ben, on peut voir notre signal de LED. Là, c'est intéressant, on est à peu près à 500 nanosecondes par division. Puis ici, on peut voir, là, ça prend presque 500 nanosecondes. Dans ce cas-ci, ça en a pris à peu près 350 nanosecondes pour réagir. Donc, entre le moment où le signal est physiquement tombé bas et le moment où il a été activé vers la sortie, ben, il s'est espacé environ 350 nanosecondes. Je pourrais augmenter l'échelle. Ce qui est bien avec EasyScope, c'est qu'on peut changer les paramètres. Donc, on peut vraiment opérer notre oscilloscope même à distance. Dans ce cas-ci, c'est ce qu'on va faire. Oups, je ne l'ai pas compressé, je l'ai élargir. Donc, on va augmenter ici pour avoir une meilleure résolution. Ça va me permettre de lire plus facilement les distances entre les signaux. Donc, j'ai 100 nanosecondes par division. Je pourrais aussi déplacer mon niveau de trig, mais on va le laisser centré. Donc 100, 200, 300, 350. Donc on était bon quand on disait ça. On pourrait aussi utiliser les curseurs, ces choses-là. On verra comment utiliser les curseurs plus tard. Mais là, tout ce qui m'intéresse, c'est de voir la relation ici. Ça va varier, hein, dépendamment, un peu comme on disait tantôt, dépendamment de quand est-ce que mon signal transite par rapport à l'horloge mon microcontrôleur et dépendamment des opérations qu'ils sont en train de faire, ben, ça va varier. Donc ici, on peut voir là, hop, ça s'est beaucoup déplacé. Donc on va juste déplacer notre horloge temporelle. On peut le décaler ici. Okay, on peut y aller avec la roulette de notre souris. Ok, cool. Donc je peux le ramener un petit peu plus par ici. Quand il va déclencher pour des situations un petit peu plus lentes, on va mieux les voir. Ok, ici, je l'ai décalé là, à moins 200 nanosecondes. On va redéclencher. Vous allez voir, ça va varier.
quand même d'une fois à l'autre. Donc les délais changent là, presque à chaque fois, là. Ça dépend naturellement, comme on disait, là, où on était rendu. Ici, on a 100, 200, 300, 400, 420, mettons. Donc, c'est quand même intéressant de voir ces changements-là, mais ça nous permet de visualiser là, ce dont je vous parlais, c'est-à-dire que entre le temps où on déclenche le bouton et le temps où le LED va se faire activer, là, c'est pas instantané. Donc, c'est sûr que c'est une question de perception. Hein. Si ben, j'allais réduire l'échelle temporelle, éventuellement, on va avoir l'impression qu'ils sont superposés. Quand je vais déclencher, hein, ça a l'air d'être exactement au même moment. Donc, c'est toutes des subtilités dans la manière dont on va prendre nos prises de mesure et qu'on peut voir ici qui ont un impact. Là. Donc là, on se dit, ah, moi, j'ai une bonne échelle, j'étais à 10 microsecondes par division. Ça arrive exactement au même moment. Mais on vient de voir que quand on observait un petit peu plus proche, ben, c'est pas vraiment ça qui arrive. Là. On a quand même un espacement de quelques centaines de nanosecondes. Puis ça fait du sens comme incrément parce que notre horloge à nous, elle est à 16 MHz, ce qui veut dire qu'on a une période d'horloge de 62,5 nanosecondes. Donc, c'est sûr que dépendamment de où on était situé à l'intérieur de notre micro, ben, on pourrait voir des variations là, de 4 coups d'horloge comme on voit là, ça a du sens. Bref, ici, tout ce que je voulais vous faire voir, c'était que le signal, si on l'observe vraiment avec une échelle de temps beaucoup plus grande, comme le 100 nanosecondes, on peut observer là, que les signaux, ben, il y a un temps entre les deux. Bon, c'était super intéressant. Maintenant, on revient un peu aux représentations simplifiées. Donc, ici, ben, on a un autre comportement qui est illustré dans notre chronogramme où on a notre bouton et notre LED, mais cette fois-ci, quand le bouton est appuyé, il ne se passe rien. Mais c'est quand on relâche le bouton qui va faire en sorte que le LED va être activé pendant un certain temps. Ici, le temps, on l'a donné une échelle en secondes. Donc, les impulsions ici, on considère que c'est 1 seconde chacune. Ça veut dire que si on tient notre bouton pour 1 seconde ou plus, quand on va le relâcher, le LED va être allumé pendant 2 secondes avant de s'éteindre. Ce n'est pas du tout le même comportement que ce qu'on avait précédemment, où c'était instantané, j'appuyais, il allumait, je relâchais, il éteignait. Donc ici, c'est vraiment j'appuie, je relâche le bouton, et puis là, à ce moment-là, quand il va détecter que le bouton est revenu à 1, donc qu'on a relâché le bouton, qui va déclencher le LED pour précisément 2 secondes. Puis pourquoi ne pas aller faire cet exemple dans notre code pour terminer la présentation d'aujourd'hui? On va aller faire cette démonstration-là. Bon, on est de retour dans notre code avec notre board de démonstration, donc notre petite démonstration là où si j'appuie, donc on va juste transférer ça pour être certain. Donc si j'appuie sur le bouton, le LED allume, si je relâche le bouton, le LED éteint. Donc ça c'est ce qu'on avait dans la dernière démonstration. On utilisait PC7 en sortie, donc DDRC qu'on mettait le bit 7 à 1. Port B, ça c'était pour activer la pull-up sur PB4, donc pour notre bouton. Vous pouvez remarquer que sur le montage, la résistance est plus là, donc j'utilise la résistance interne, la pull-up interne. Ensuite, dans notre boucle infinie, tout ce que ça faisait, ça disait si pin B bit 4 est égal à 0, donc si j'ai appuyé sur mon bouton, je vais allumer le LED, sinon je vais éteindre le LED. Donc c'était pas plus compliqué que ça notre code. Maintenant, on veut compliquer un peu les choses. Là maintenant, ce qu'on veut, c'est j'appuie sur le bouton, je veux détecter premièrement, est-ce que le bouton a été appuyé au moins 1 seconde? Et ensuite, si oui, je veux allumer pendant 2 secondes. Bon, ça va me prendre une base de temps. Pour la base de temps, ce que je vais faire, je vais utiliser la fonction delay parce qu'on avait ici inclus justement la fonction delay.
Donc, delay millisecondes. Puis moi, je vais y aller pour une base de temps à 100 millisecondes. Donc, je pourrais y aller à 1 seconde parce que là, c'est 1 seconde, 2 secondes, mais ça donnerait un système qui est plus ou moins réactif. On pourrait aussi descendre ça à 10 millisecondes, ça le rendrait encore plus réactif. Puis, bah, pourquoi pas? On va prendre 10 millisecondes, ça va être encore plus réactif. Puis, de toute façon, la variable qu'on va utiliser, c'est un 8 bits. Puis, dans le pire des cas, au fond, on est maintenant obligé de compter jusqu'à 200. Puis, un 8 bits, ça va jusqu'à 255. Parlant de variables, donc ça va me prendre une variable pour compter, ça fait combien de temps que j'ai appuyé mon bouton. Ça va me prendre aussi une autre variable pour calculer combien de temps que ça fait que j'ai allumé le LED. Donc j'ai besoin de deux variables. On vient juste de dire qu'on va prendre des 8 bits. Donc ici, c'est le type unsigned int 8 qui nous donne 8 bits non signés. Un unsigned char pour ceux qui n'avaient pas encore utilisé ce type-là. C'est l'équivalent. Donc ça me donne un non signé de 8 bits. On en parlera plus au fond dans les cours sur la programmation. Maintenant, on va lui donner un nom. Donc, compteur seconde pour le bouton. On va démarrer tout ça à 0. On se fait une autre variable aussi pour notre compteur de secondes pour le LED. Puis lui, ben, on part aussi à 0. Bon, maintenant, on a des petits chiffres magiques, là. Si on y va à coup d'incrément de 10 millisecondes, puis on veut détecter une seconde, donc nous, on va falloir compter 100 fois. Notre compteur doit se rendre au moins à 100. Donc ici, on va se faire un define pour dire c'est quoi la limite pour le bouton. Donc delay bouton, ça va être 100 pour 100 fois 10 millisecondes, 1 seconde. Et define delay LED, ben lui c'est 200. On va essayer d'aligner nos choses aussi. Donc 200. Puis ça c'est à coût de 10 millisecondes. Donc on est rendu à 2 secondes. Excellent. Nos variables, nos constantes sont créées. On peut maintenant aller dans le code. Bon, l'initialisation, ça ne change pas. C'est la même chose qu'on avait précédemment. C'est juste dans le fonctionnement du code. Donc maintenant, ce qu'on veut, c'est bon, si le bouton il est appuyé, on veut compter depuis combien de temps qu'il est appuyé. Donc ici, je vais juste enlever le if. J'aurais dû juste faire un élément ici. Donc, nous, on s'est fait un compteur. Compteur seconde bouton. Donc, si le bouton est appuyé, on va l'incrémenter. Bon, si on fait ça juste comme ça, on va avoir un petit problème. Parce que, imaginons que j'appuie longtemps. Donc, éventuellement, je vais compter jusqu'à 100. Ça va faire une seconde. Après une seconde, là, je vais être rendu à 100. Puis après ça, ben, je vais arriver à, mettons, je tiens 2 secondes, 200. 2 secondes et demie, 250. Et là, 250, 251, 52, 53, 54, 55. Oups, 255, c'est le maximum de mon 8 bits. Qu'est-ce qui va se passer après ça? Ben, il va revenir à 0, mon compteur. Donc moi, je vais m'assurer que mon compteur ne retourne pas à 0, je vais le limiter. Parce que ce que je veux détecter, c'est est-ce que je me suis rendu à 100? On va dire, d'accord. Si mon compteur est plus petit que ma limite étant le délai bouton, donc si je suis plus petit que 100, incrémente. C'est tout. C'est tout ce qui nous intéresse pour l'instant. L'autre situation, c'est naturellement le bouton est relâché. Dans cette situation-là, on dit OK, si j'ai relâché le bouton, mais là, on va aller tester. Il était rendu où mon compteur? Oups. Il était rendu où mon compteur? Ben, une autre fois en plus, on pourrait revenir encore avec la même condition. Donc, si mon compteur est plus grand ou égal à mon délai bouton, ah ben là, je veux allumer le LED. Parce qu'au fond, là, je viens de relâcher, ou j'ai peut-être relâché depuis longtemps, mais on va voir qu'est-ce qui arrive quand je reviens une deuxième fois. Donc, si je viens de relâcher, je teste mon compteur, et là, je veux allumer mon LED. Donc, je vais devoir affecter mon compteur de temps pour mon LED. Puis là, on va l'affecter avec delay LED. Donc lui, il va tomber à 200 automatiquement. Et après, peu importe, on va remettre notre compteur à 0. Hein, pour ne pas refaire ça à toutes les fois qu'on revient ici.
Donc ça veut dire que quand je vais avoir lâché le bouton, puis que ça va faire la deuxième fois, je reviens ici, ben, je vais déjà être revenu à 0. Ici, je suis revenu mon compteur à 0. Donc je ne vais pas pouvoir rentrer dans ce if-là. Je ne vais pas remettre tout le temps mon compteur de LED à 200, parce que sinon, là, mon LED va rester allumé tout le temps. Maintenant, ça c'est fait. Ce qui me reste, c'est à traiter l'activation du LED. Puis ça, c'est cool parce que je fais juste me faire un petit if ici qui vient tester est-ce que compteur seconde, LED, excusez. Donc, est-ce que mon compteur de seconde de LED est plus grand que 0? Donc, si je dois encore allumer le LED, alors j'allume le LED et naturellement, je décrémente mon compteur, hein, parce que sinon je vais rester à 200 toute ma vie, puis je vais tout le temps laisser le LED allumé. Quand il va arriver à 0, il va arrêter de rentrer dans ce if-là. Quand il va arriver ici, il va aller mettre mon LED à 0. Puis la seule façon de revenir avec un LED allumé, ça sera de revenir dans la situation ici que j'ai appuyé mon bouton pendant suffisamment longtemps. Donc on va aller tester ça, voir si ça fonctionne. J'appuie, il ne se passe rien, je relâche, 1, 2. Et voilà. Donc si j'appuie pas assez longtemps, il ne se passe rien. Si j'appuie assez longtemps, hop, j'étais probablement juste proche. Excellent. Si vous voulez aussi voir l'avantage qu'on a par rapport à l'utilisation, par exemple, d'un programmeur sans utiliser le JTAG, n'inquiétez-vous pas, je vais juste vous montrer vite vite. Imaginons que j'ai fait une petite erreur. Imaginons qu'ici, je me suis trompé, puis au lieu de prendre compteur seconde LED, j'ai pris compteur seconde bouton. Je transfère mon code, comme d'habitude. J'appuie, puis hop, je suis revenu à l'ancien fonctionnement, puis là, je comprends pas, voyons, il me semble que ça faisait bien du sens, qu'est-ce que je faisais? Je comprends pas pourquoi ça marche pas. OK, mais maintenant, ce qu'on pourrait aller voir, on pourrait se mettre un point d'arrêt. Fait que là, on dit, OK, je veux détecter quand que je relâche le bouton, il est rendu à combien? Est-ce que j'incrémente correctement mon compteur ici? D'accord. Donc, on va aller partir ça, mais au lieu de le partir avec le bouton play qui est ici, je vais aller utiliser le bouton play qui est là, puis c'est marqué Start Debugging. Là, on voit, je suis arrivé ici dans Start Debugging, naturellement, parce qu'en ce moment, l'état où je suis, c'est que le bouton est relâché. J'arrive ici, puis regardez, je mets mon curseur au-dessus, puis il me dit c'est quoi la valeur qu'il y a actuellement dans ma variable. Je peux même cliquer sur ma variable, dire ajoute-moi une observation de cette variable-là, puis il me la met ici en bas. Donc je peux, comme ça m'évite d'avoir à me promener partout dans mon code, j'ai un petit tableau ici qui me résume toutes les variables que je suis en train d'observer. Et pourquoi pas se mettre une autre variable, une autre observation sur la variable seconde LED. Puis on dit OK, c'est correct. Quand est-ce que j'arrive dans cette situation-là alors? Est-ce que des fois j'arrive dans la situation qui est vraie pour ça ici? Donc je continue. Puis j'appuie sur mon bouton. Je relâche mon bouton. Puis OK, ouais, j'arrive dans cette situation-là, c'est bon. Ici, mon compteur seconde bouton, il est égal à 100, donc ça correspond à ma condition qu'on voulait. On a au moins atteint 100. Puis on peut voir ici que compteur seconde LED, il se fait même mettre une valeur. OK, parfait. Mais on va continuer maintenant. Est-ce que je vais rentrer ici correctement? Donc quand je vais allumer mon LED. Hop, il est jamais rentré là. Ah, c'est bizarre ça. Ah, mais oui, il s'est fait remettre à 0 ici. Et fait que là, on peut éventuellement voir puis se promener puis dire voyons pourquoi ça marche pas, j'arrive jamais à ce que je veux ou par exemple j'éteins jamais. Donc ici avec les variables, éventuellement c'est sûr qu'on finirait par se rendre compte, comme on vient de faire directement en fait, qu'on ne rentre pas ici alors que là ici je viens de mettre 200 dans mon compteur puis là si la personne ne s'est pas rendu compte qu'elle s'est trompée de variable ici, là ça rend compte en faisant ses tests que ça ne fait pas de sens. Donc les points d'arrêt
C'est très pratique. Donc, d'autres choses vraiment géniales qu'on peut faire avec le debug, je vais juste déplacer, je vais ouvrir les entrées-sorties. Bon, il appelle ça IO ici, mais en fait, ça nous donne tous les registres. Je vais le déplacer parce que, bon, sinon vous ne le verrez pas. Je vais essayer de le déplacer de ce côté-ci. Excellent. Donc, en allant de ce côté-ci, vous allez bien le voir. Ça nous permet de voir en ce moment, comme là on est arrêté. Je vais redémarrer le code. Puis je vais le faire arrêter, tenez, ici. Puis là, ça nous permet d'opérer directement les bits de configuration. Donc par exemple ici, regardez, je peux aller forcer le bit de sortie. Donc si j'appuie, le LED allume. Donc directement. Donc on peut faire des modifications à la configuration, on peut aller vérifier la configuration. Donc regardez, pare B, on va aller voir pare B. On voit l'état de pare B. Ici, on avait tout laissé en entrée. Et le PB4, on avait mis le bouton. Ici, le bit est ici. Donc on peut faire des modifications ici si jamais on veut manuellement pour voir le comportement, ou des fois juste pour vérifier est-ce que notre configuration s'est bien fait, ou à quelque part dans un autre code, il y a quelqu'un qui est allé réécrire par-dessus un de nos registres, puis on a perdu la configuration. Donc des fois quand ça ne marche pas, là, juste faire pause, puis on va voir. Puis ça, ben, c'est le genre de choses qui est uniquement possible de faire avec un JTAG. Autre chose qu'on pourrait faire de divertissant, tenez, on va enlever le DDRC. Donc je viens de désactiver ça. Là maintenant, si je redémarre le code, donc, je vais enlever le breakpoint naturellement. Quand j'allume maintenant, on le voit presque pas, mais là, je vais éteindre l'éclairage. Ça va me permettre de voir un petit peu mieux. Puis là, on peut voir là, quand j'appuie sur le bouton, il y a une petite lueur. Hein? Vraiment très petite lueur. Puis naturellement, c'est ce que je vous avais expliqué déjà. Donc là, en ce moment, la broche est en entrée. Puis quand on écrit sur parser bit 7, ben, on active au fond le pull-up interne. Puis ça a pour effet de donner un petit courant vers l'alimentation positive, mais pas suffisamment pour vraiment allumer le LED. Mais quand on regarde, on peut voir là, il est un petit peu polarisé, mais à peine. Okay, c'est ce qui nous donne une petite lueur. Je vais le remettre en sortie. Oups, c'est vrai, il faut que je l'arrête pour faire ça. On peut utiliser pause, on n'est pas obligé de mettre de breakpoint en passant. Puis, peu importe quand je fais pause, je vais pouvoir pas mal tout le temps tomber ici parce que c'est la fonction qui calcule le délai qu'on utilise dans le main. Puis naturellement, ben, on s'entend qu'un délai de 10 millisecondes, c'est pas mal dominant par rapport au reste. C'est la raison pour laquelle ça arrive. Puis là, ben, si je remets mon bit, là, tout va bien, le dé, là, il allume très fort. Ok, excellent. Donc, ça nous a permis de voir ça. Donc, le mode JTAG, vraiment magique. On va pouvoir faire des affaires tripantes avec ça. Je pense qu'on a fait le tour de la démo pour quand on appuie le bouton puis qu'on le relâche. C'est donc ce qui conclut la présentation pour les entrées-sorties et les chronogrammes. On va pouvoir aller plus loin dans ces éléments-là au fur et à mesure qu'on va avancer, particulièrement sur les chronogrammes et l'utilisation du JTAG. Ben, c'est des choses qu'on va voir et en laboratoire et aussi en vidéo dans différentes démonstrations et explications là, théoriques. À bientôt dans un prochain vidéo.